Madame Auroy, je vous en prie, la parole est à vous. Donc effectivement, merci pour votre invitation. Je mesure l'honneur qui m'est fait de clôturer un colloque qui a été introduit par Irène Théry. Je sais que je le dois à mon expérience de magistrat à la première chambre civile, section famille de la Cour de cassation. C'est pour moi l'occasion de vous parler aussi un peu du travail de cette chambre. Je vous lis quand même le sujet qui m'a été proposé de traiter. Parallèlement à la loi et en interaction avec elle, les décisions de la Cour de cassation participent aux évolutions législatives acquises ou attendues. Quelles sont les réflexions menées au sein de cette institution et les décisions rendues qui participent à ces évolutions? Alors, face à l'ampleur de cette question passionnante, j'ai dû, pour être en mesure d'y répondre, de réduire le spectre des champs d'exploration possibles. J'espère que vous m'en excuserez. Quelques observations préliminaires qui rejoindront un peu les constats de ce matin. De manière générale, la période est marquée par une accélération des évolutions sociétales, mais aussi par la mondialisation, l'émergence d'une nouvelle conception de la famille et de la filiation, rendue possible par les progrès de la science et par l'extension des droits des personnes LGTB+, ont bouleversé les fondements du droit régissant le couple, la filiation et l'autorité parentale. Toutefois, celui-ci n'a pas fini son évolution et il est en recherche de nouveaux équilibres. Et dans une société française qui reste encore assez divisée sur ces sujets sensibles, même si les sondages laissent apparaître une majorité plutôt progressiste, le législateur avance prudemment à pas compter. Toutes les revendications ne sont pas satisfaites et les situations de fait complexes n'entrent pas toujours dans les prévisions de la loi. Et le juge judiciaire est ainsi régulièrement confronté à des situations, des configurations familiales plus ou moins inédites, en tout cas non prévues par la loi, pour lesquelles il va devoir adapter le droit existant, les textes existants. Alors on sait que s'impose à la fois aux législateurs et aux juges la primauté des textes et l'effet direct de la Convention européenne des droits de l'homme, du droit communautaire, et qu'en présence d'un vide juridique, le respect des droits fondamentaux pourra servir aux juges de boussole, chaque situation devant être examinée à l'aune de l'intérêt supérieur de l'enfant qui est primordial. Mais pour bien appréhender les relations entre la Cour de cassation et le législateur, je voudrais ici revenir de manière plus classique sur l'office de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire qui rejoint bien sûr l'office du juge. Sa mission première, la mission première de la Cour de cassation est d'être gardien du droit, ou plus précisément de contrôler et d'unifier l'interprétation de la loi afin que les règles de droit soient appliquées de manière identique par l'ensemble des tribunaux et des cours d'appel de l'ordre judiciaire. Le législateur a ainsi besoin du juge pour rendre la loi effective. Et vous conviendrez qu'avec la prolifération des règles de droit et la dégradation intrinsèque des textes qu'elle engendre, la tâche est délicate. Elle est tout autant quand la situation que le juge a à connaître n'est pas prévue par la loi. Car tout juge saisi d'un litige est tenu de le trancher. C'est prévu par la loi, il ne peut le refuser sous prétexte de silence de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, sous peine d'être poursuivi pour déni de justice. Il est important de se souvenir de cette contrainte. En présence d'opinions, de positions radicalement divergentes, la tentation de reprocher à la Cour de cassation de se substituer au législateur ou d'être à la solde de l'exécutif ou encore de tel ou tel autre groupe de pression ou d'une idéologie, quand elle ne tranche pas dans le sens espéré, est toujours là. Mais le pouvoir créateur de droit, de toute façon, qui est conféré au juge, est tempéré par l'interdiction qui lui est faite de prononcer par voie de dispositions générales et abstraites. C'est aussi un article du Code civil. Reste que l'office singulier de la Cour de cassation la prédispose, en rendant des arrêts de principe, à énoncer des règles prétoriennes qui font jurisprudence et deviennent source du droit. Sa jurisprudence interpelle le législateur, auquel il revient d'apprécier s'il doit
intervenir, soit pour l'entériner, en la codifiant, soit pour la modifier ou la mettre à néant, en substituant à la solution trouvée une autre solution, mais son intervention ne clôt pas nécessairement le débat. C'est le jeu parfaitement normal des institutions qui participent au dialogue nécessaire entre le juge et l'auteur de la norme. La Cour de cassation n'apprécie pas l'opportunité de la règle de droit qu'elle est chargée d'interpréter, et le législateur, qui tient son pouvoir du suffrage universel, lui édicte une loi expression de la volonté générale et il fait œuvre de politique. Mais observons encore préliminairement que la Cour de cassation ne s'exprime pas seulement par des arrêts. D'autres missions plus récentes la conduisent à se positionner sur des questions de droit nouvelles par le biais des avis non contraignants qui lui sont demandés par les juridictions de fond, ou par celui de la vérification des conditions de transmission au Conseil constitutionnel des questions prioritaires de constitutionnalité qui sont posées par les parties lors d'un procès et conditions parmi lesquelles figure le caractère sérieux de la question posée. Ces dispositifs sont particulièrement souvent mis en œuvre en droit de la famille. Et enfin, il appartient aussi à la Cour de cassation de faire des propositions de réforme au président de la République et au ministre de la Justice, notamment pour remédier aux difficultés juridiques qu'il a pu constater à l'occasion du règlement d'un pourvoi de cassation. Alors, avant de revenir sur les réflexions qui sont menées au sein de la Cour de cassation pour mener à bien son office, je vous propose d'observer l'impact que peuvent avoir ces décisions sur les évolutions législatives en matière familiale. Quelques constats. On doit bien admettre que la Cour de cassation participe parfois, malgré elle, aux évolutions législatives. Il a été ainsi observé que l'indignation provoquée par des arrêts ayant, en 1989 et 1997, refusé de considérer deux homosexuels vivant ensemble comme des concubins, au motif qu'ils pouvaient prétendre à une vie maritale, qu'ils ne pouvaient prétendre à une vie maritale, avait contribué par réaction à l'instigation et au vote de la loi du 15 novembre 1999 relative au PACS. Que cette loi, en réservant finalement le PACS au couple et non à d'autres formes de relations, avait permis une redéfinition du couple en droit, en consacrant l'institution du couple de personnes de même sexe, et que si au départ l'idée était seulement de permettre à ces couples de bénéficier des mêmes droits sociaux, les limites du PACS avaient fait germer l'idée d'une véritable union, dont l'aboutissement a été la loi du 17 mai 2013, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe, et avec lui l'adoption, et on connaît la suite des évolutions législatives concernant l'homoparentalité. Alors il est facile aujourd'hui de voir le décalage entre ces décisions et les transformations de la société au moment où elles ont été rendues, mais on conviendra que ces évolutions ont ensuite dépassé dans leur ampleur celles qui auraient pu être raisonnablement envisagées à l'époque. Une des principales difficultés pour le juge face à un vide juridique en droit de la famille est de se prononcer sur ce qui relève de l'ordre public dans le droit existant, qu'il va devoir adapter. Or, l'ordre public, qui permet notamment d'encadrer certaines facultés des personnes privées afin d'assurer des préservations de valeurs essentielles, est par nature évolutif. Par ricochet, il est difficile aussi de définir ce qui constitue l'ordre public international français. La Cour de cassation doit se prononcer sur ce qui constitue ou non un principe essentiel du droit français. L'exercice est délicat, car pour cela, elle doit tenir compte des valeurs existantes au sein de la société. Et face à des choix sociétaux qui ne lui appartiennent pas, elle se trouvera parfois dans une position qui ne lui permet pas d'anticiper une évolution législative. Mais la participation de la Cour de cassation aux évolutions législatives se veut constructive. Et je voudrais vous parler de deux situations juridiques qui me semblent particulièrement emblématiques de ce dialogue entre la Cour de cassation et le législateur. Elles sont toutes les deux liées à l'homoparentalité. Il s'agit de la situation des enfants issus de l'assistance médicale à la procréation dans un couple de femmes et celle des enfants nés à l'issue d'une gestation pour autrui réalisée à l'étranger.
En ce qui concerne la situation juridique des enfants issus de l'AMP dans le contexte de l'homoparentalité, le dialogue entre la Cour de cassation et le législateur a été, on va dire, paisible. La Cour de cassation a anticipé finalement les évolutions législatives et elle les accompagne. Avant 2013, cette situation n'entrait pas dans les prévisions de la loi. La Cour de cassation a alors admis un palliatif consistant à ce qu'une mère seule, titulaire de l'autorité parentale, puisse en déléguer tout ou partie de l'exercice à la femme avec laquelle elle vit en union stable. En 2010, elle a accepté de renvoyer au Conseil constitutionnel une QPC concernant la définition du mariage sur le critère très peu usité de la nouveauté, en considérant que les questions posées faisaient l'objet de la question du mariage, des limites du Code civil qui ne prévoyait l'union qu'entre un homme et une femme, en considérant que les questions posées faisaient l'objet d'un large débat dans la société. La loi de 2013, en ouvrant le mariage aux personnes de même sexe et donc par voie de conséquence l'adoption, ne leur a pas ouvert d'autres possibilités d'établir le mode de filiation. Et notamment, à l'époque, il n'y avait pas cette possibilité de recours à l'AMP. Et c'est dans ce contexte qu'il est revenu très vite aux juridictions de répondre à la question de la traduction juridique pour la femme qui n'a pas accouché de la pratique des AMP qui étaient effectuées à l'étranger par ces couples de femmes. Saisie pour avis, la Cour de cassation a en 2014 répondu que cette pratique ne faisait pas obstacle au prononcé de l'adoption par l'épouse de la mère de l'enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales en étaient réunies et qu'elles étaient conformes à l'intérêt de l'enfant. Cet avis signifiait que la Cour de cassation avait écarté l'autre solution qui s'offrait à elle, qui était celle de la fraude à la loi. Dès lors que l'AMP était autorisée sous conditions en France, le fait pour des femmes d'y avoir recours à l'étranger ne heurtait aucun principe essentiel de droit français. Il était ainsi en quelque sorte tiré les conséquences de la loi de 2013, ayant eu pour effet de permettre par l'adoption l'établissement d'un lien de filiation entre un enfant et deux personnes de même sexe, sans aucune restriction relative au mode de conception de l'enfant. Pour mesurer la portée de cet avis, il suffit de se reporter aux commentaires extrêmement contrastés qui l'ont suivi. Après 2013, subsistait un vide juridique s'agissant des enfants issus d'un projet parental commun dans un couple de femmes non mariées puis séparées, l'adoption n'étant dans ce cas pas possible. Et la question du recours à la possession d'État s'est posée pour faire établir ce lien de filiation. Et la Cour de cassation a donné un avis en 2018 négatif, avis qui était dans la ligne des choix qui avaient été opérés dans le législateur, puisque ce dernier n'avait pas ouvert aux époux de même sexe les modes d'établissement de la filiation prévus au titre 7 du livre 1er du Code civil, donc on en a parlé tout à l'heure, qui repose sur la vraisemblance biologique. Ces modes d'établissement de la filiation ne pouvaient a fortiori être ouverts aux concubins de même sexe. La loi de 2013 avait quand même apporté un petit tempérament, un palliatif en fait, pour maintenir une vie familiale dans les situations conflictuelles où des femmes, après avoir mené à bien un projet parental avec leur compagne, se trouvaient chassées de la vie de l'enfant qu'elles avaient souhaité élever. La loi avait introduit dans le Code civil une disposition qui permettait d'octroyer un droit de visite et d'hébergement comme au tiers, en fait, qui a résidé de manière stable avec l'enfant et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, son entretien ou à son installation et a noué avec lui des liens affectifs durables. C'est une disposition qui était déclarée applicable, en fait, aussi à tous les ex-beaux-parents. Dans son application à la situation qu'on vient d'évoquer, il y a eu beaucoup de décisions dans des sens très variés. Les juges du fond, on l'a dit tout à l'heure, étant souverains pour apprécier ce qui relève, quel est l'intérêt de l'enfant, et développement parfois, parallèlement à une motivation concrète, qui est donc requise dans ce cas-là, des considérations abstraites qui pouvaient apparaître parfois contradictoires. Et il a été déploré l'incertitude juridique dans laquelle restait le parent de l'intention,
La constitutionnalité, la conventionnalité du texte, de la disposition légale a été ont été contestées, en ce que le texte ne prévoyait pas d'obligation pour le parent d'intention de maintenir ses liens avec l'enfant qu'il a élevé et symétriquement ne lui conférait pas un droit de visite et d'hébergement de principe. Et à l'occasion d'un même pourvoi, la Cour de cassation a, par 2 arrêts successifs, écarté ces contestations, en 2019 et 2020, en venant au soutien du législateur. Je dirais que dans la motivation de la première décision disant n'y avoir lieu à renvoi devant le Conseil constitutionnel de la QPC, la doctrine a vu dans les motifs de l'arrêt un habile reproche fait au législateur, soulignant à demi-mot en plein débat parlementaire relatif aux lois bioéthiques que la situation était amenée à évoluer à court terme. Toute cette construction juridique bâtie à partir du droit existant présentait des inconvénients non négligeables et on sait que, à la suite d'avis favorables des organes consultatifs et de l'avis très argumenté du Conseil d'État, qui présentait 2 pistes d'évolution, alternatives d'évolution possibles, la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique a ouvert l'AMP aux couples de femmes ayant un projet parental, la filiation de l'enfant étant établie à l'égard de la femme qui a porté l'enfant par le fait de l'accouchement et à l'égard de la mère d'intention par l'effet de la reconnaissance conjointe anticipée qui conditionne la mise en œuvre du processus. Et le dialogue entre le législateur et la Cour de cassation n'a pas cessé, puisque ce choix a été contesté par le biais de QPC devant la Cour de cassation, au moyen d'une QPC d'une nature un peu particulière, puisque le litige opposait avant même la mise en œuvre du projet parental un couple de femmes et le procureur de la République. La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mai 2024, a dit n'y avoir lieu à renvoyer la question devant le Conseil constitutionnel en raison de son absence de sérieux. Elle a donc, là encore, accompagné l'option qui avait été prise par le législateur, qui était de créer ce nouveau mode de filiation sans remettre en cause les équilibres traditionnels du droit de la filiation. Alors, je comptais aussi vous parler de l'accompagnement qui avait été fait des dispositions transitoires de ces lois, mais peut-être, en voyant l'heure, je vais passer J'ai le temps ? Bon, parce que j'ai encore beaucoup de choses à dire. Donc, plusieurs affaires ont conduit la Cour de cassation à tirer toutes les conséquences de la loi de 2013 dans des situations de séparation de fait de couples de femmes mariées où il y avait un consentement qui avait été donné à l'adoption et puis qui avait été retiré. Et dernièrement, dans un arrêt du 23 mai 2024, elle a donné, par l'interprétation qu'elle en a faite, toute sa portée au double dispositif transitoire créé par la loi de 2021, puis par la loi du 21 février 2022 qui a ouvert notamment l'adoption aux couples non mariés, pour régler la situation des couples de femmes ayant eu recours à une AMP à l'étranger avant la loi de 2021, et donc avant qu'elle puisse le faire en France, et qui s'étaient séparés de manière conflictuelle depuis le projet parental commun. La Cour de cassation a interprété la disposition qui prévoyait que le tribunal prononce l'adoption, donc c'est une adoption forcée quelque part qui peut être prononcée, s'il estime que le refus de la reconnaissance conjointe, donc est opposé par la mère qui a accouché, est contraire à l'intérêt de l'enfant, et nous dit le texte, si la protection de ce dernier l'exige. Dans ce texte est apparu en fait était un peu le résultat des débats très vifs qui avaient été menés pendant les débats parlementaires pour arriver au résultat qui était escompté. Et certains y voyaient une exigence supplémentaire qui était faite, c'est-à-dire qu'au-delà des conditions normales de l'adoption et de la conformité à l'intérêt de l'enfant, il fallait en plus que la protection de ce dernier l'exige. Et la Cour de cassation n'a pas interprété ce texte de cette façon, en retenant que le législateur n'avait pas entendu subordonner le prononcé de l'adoption à une condition autonome tenant à l'exigence de protection de l'enfant. Donc la Cour de cassation a donné toute sa portée
aux dispositions législatives. Voilà. Alors, en ce qui concerne la situation juridique des enfants nés à l'issue d'une GPA, le dialogue entre la Cour de cassation et le législateur est plus difficile. Et le dialogue de la Cour de cassation a d'abord commencé avec la Cour européenne des droits de l'homme, avant que le législateur n'intervienne. On sait qu'en matière de GPA, la Cour de cassation a initialement souligné, avant le législateur, la force de l'interdiction de cette pratique en France, en raison de sa contradiction avec les principes essentiels d'indisponibilité du corps humain et de l'état des personnes. Et avec les lois bioéthiques de 1994, le législateur a ensuite inscrit cette interdiction dans le Code civil, à l'article 16.9, et précisé que cette disposition est d'ordre public. Et les organes consultatifs qui ont été appelés à se prononcer à l'occasion des différentes révisions de lois bioéthiques se sont toujours prononcés contre la légalisation de la GPA. Pour contourner cette interdiction, des couples se sont rendus à l'étranger, dans des pays qui autorisaient la GPA ou qui la toléraient, pour conclure de tels accords. La Cour de cassation a alors été saisie d'un premier contentieux qui est celui de la transcription sur les actes de l'état civil français des actes de naissance qui avaient été établis à l'étranger pour ces enfants. En présence d'un vide juridique, sa jurisprudence a connu une longue évolution, marquée par l'intervention de la Cour européenne des droits de l'homme et qui, dans sa dernière phase, a été désavouée par le législateur. Donc, dans un premier temps, la Cour de cassation a refusé les transcriptions, en observant que les enfants concernés bénéficiaient malgré cela d'un état civil et d'une filiation reconnue par le droit étranger et pouvaient vivre en France avec leurs parents d'intention. 2 arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme de 2014 ont alors condamné la France pour violation du droit à la vie privée des enfants, plus spécialement à leur identité, dès lors qu'ils se trouvaient dans une situation d'incertitude juridique quant à leur filiation. Dans le silence persistant de la loi et dans un souci d'équilibre avec cet interdit d'ordre public de la GPA qui est toujours là et les exigences conventionnelles, la Cour de cassation, abandonnant les raisonnements fondés sur la fraude et sur l'ordre public, a alors, dans un deuxième temps, fait application de l'article 47 du Code civil, qui est donc un texte relatif à la force probante des actes de l'état civil à l'étranger. Et elle a admis une transcription partielle de l'acte de naissance étranger à l'égard du seul père biologique. La mère d'intention se voyait refuser cette transcription au motif que sa désignation dans l'acte ne pouvait correspondre à la réalité au sens de ce texte, laquelle, selon elle, pour la mère, était la réalité de l'accouchement. Elle relevait que la voie de l'adoption était ouverte aux parents d'intention, épouse ou époux du père biologique aux conditions habituelles. Cette question est remontée à l'Assemblée plénière de la Cour de cassation et c'est sur cette question que l'Assemblée plénière, en présence d'un débat national très vif, a formulé la première demande d'avis consultatif à la Cour européenne des droits de l'homme en application du protocole numéro 16 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui était entrée en vigueur le 1er août 2018. S'appuyant sur l'avis de la Cour européenne des droits de l'homme, l'Assemblée plénière a entériné la solution de principe précédemment dégagée. Alors, de manière très résumée, il résultait de cet avis de la Cour européenne des droits de l'homme que l'essentiel était que le lien établi entre la mère d'intention et l'enfant et qui s'était concrétisé puisse se traduire assez rapidement par l'établissement d'un lien de filiation. Donc l'Assemblée plénière a entériné cette solution de principe qui avait été adoptée dans un deuxième temps par la Cour de cassation, puis opérant ensuite, dans le cas d'espèce dont elle était saisie, un contrôle de proportionnalité, elle a ensuite admis, par exception, la transcription totale des actes de naissance étrangers, y compris à l'égard de la mère d'intention.
Au regard des limites de cette solution, c'est-à-dire que, bien sûr, il était offert le recours à l'adoption aux parents d'attention, mais ce recours n'est pas toujours possible, et encore moins à l'époque où l'adoption n'était pas encore ouverte en dehors du couple, du mariage. Et dans le souci d'unifier le traitement des situations, la Cour de cassation a alors, dans un troisième temps, à nouveau fait évoluer sa jurisprudence en admettant la transcription totale de l'acte de naissance étranger, tant du père biologique que de l'autre parent d'intention. Et pour cela, elle a changé en fait son interprétation. Elle a vraiment fait un revirement de jurisprudence et interprété donc le terme réalité de l'article 47 du Code civil comme étant la réalité juridique au sens du droit local, qui était un sens qui était débattu et qui avait fait l'objet oui, c'est ça qui était débattu, notamment devant le Conseil d'État. Cette position a appelé une réaction du législateur qui, à l'occasion de la loi bioéthique de 2021, a modifié l'article 47 pour qu'il ne puisse plus être interprété dans ce nouveau sens. Donc après s'être abstenu pendant plus de 30 ans, le législateur est intervenu pour faire barrage, inverser le cours de la jurisprudence dont il n'avait accepté que le deuxième temps, lequel avait été avalisé par la Cour européenne des droits de l'homme, en ce qu'il permettait un contrôle judiciaire sur les GPA pratiqués à l'étranger. Mais il l'a fait alors en ajoutant un alinéa à cet article 47. Donc, il l'a ajouté dans des termes très généraux, dans une disposition qui a des répercussions bien au-delà du contexte de la GPA, parce que la transcription des actes étrangers en France a des incidences dans d'autres contentieux, la nationalité notamment, et dans des termes généraux qui sont sujets à interprétation. Depuis, la Cour de cassation n'a pas eu à se prononcer sur ce terrain-là, puisqu'en réalité, face à ce nouvel obstacle, le contentieux s'est déplacé sur un second terrain tout aussi délicat, qui est celui de l'exéquature des jugements étrangers établissant un lien de filiation entre les enfants nés par GPA et leurs parents d'intention, qui sont très, très diversement traités par les parquets et les juridictions de fond. On sait que face à la réalité de ces pratiques et la nécessité aussi de lutter contre le tourisme procréatif, plusieurs instances européennes, internationales réfléchissent, malgré les réticences de certains États, hostiles. Donc, je veux finir de vous parler de la Cour de la GPA et je ne parlerai pas de la Cour de cassation. Malgré les réticences de certains États hostiles à toute reconnaissance directe ou indirecte de la GPA, à des instruments de coopération internationale qui permettraient tout à la fois de veiller au respect des droits des personnes concernées par la Convention de GPA et d'assurer, sur certaines conditions, la reconnaissance de la filiation d'un enfant né d'une GPA pratiquée dans un pays étranger. Parmi les réponses diverses apportées par les États, le droit comparé fait apparaître d'autres pistes de résolution. Mais en France, il n'y a pas de solution spécifique. C'est donc le droit commun de l'exéquature qui trouve à s'appliquer. Le droit commun de l'exéquature, c'est que lorsque le juge français doit s'assurer, le juge français de l'exéquature doit notamment s'assurer de la régularité internationale du jugement étranger, c'est-à-dire sa conformité à l'ordre public international de procédure et de fond, et l'absence de fraude. C'est donc dans un contexte encore de vide juridique que la Cour de cassation s'est très récemment prononcée le 2 octobre dernier, d'abord sur les effets qui devaient être accordés à de tels jugements lorsqu'ils avaient été exéquaturés. Elle a retenu qu'ils ne pouvaient être assimilés à une adoption plénière, puisque ce serait faire rentrer une filiation qui ne correspond pas à une adoption dans une catégorie juridique qui ne lui correspond pas. Ensuite, sur l'office du juge de l'exéquature en la matière, elle a retenu qu'au regard des risques inhérents à la GPA et des droits fondamentaux en cause, le juge de l'exéquature devait être en mesure, à travers la motivation de la décision ou les documents de nature à servir d'équivalent qui lui sont fournis, de s'assurer de l'identification des personnes ayant participé au projet parental d'autrui, du consentement des parties à la convention de gestation pour autrui et, en premier lieu, de la mère porteuse.
quelque part, ça répond aussi un peu à la préoccupation pour l'enfant d'avoir accès à son histoire. Et à son audience du 1er octobre dernier, elle a mis en délibéré au 20 novembre prochain une affaire posant directement la question de savoir si la demande d'exéquatur d'un jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né à la suite d'une convention de gestation pour autrui à l'égard d'une personne n'ayant aucun lien biologique avec l'enfant se heurte à l'ordre public international français. J'aurais souhaité vous parler des réflexions menées au sein de la Cour de cassation pour remplir son office, qui sont très liées en fait à notre manière de travailler, et notamment sur le travail à la fois individuel qui repose sur le rapporteur, qui doit collecter un certain nombre d'informations qui apparaissent ensuite dans son rapport, dans un rapport objectif qui est maintenant diffusé à tous, mais qui repose aussi sur beaucoup de travail collégial avec les collègues notamment en ce qui concerne notre chambre, donc des pôles de compétences spécialisés qui correspondent à la matière où il a à traiter, si bien que dans ces affaires, dans les affaires de l'envergure de celles dont je viens de parler, le temps de travail individuel est à peu près égal au temps de travail collectif, si j'inclus le temps du délibéré qui est très très important. On est quand même 14 à délibérer dans notre formation de section, et le temps de rédaction, puisque maintenant il y a à la Cour de cassation une motivation enrichie et qui a comme vertu de nous forcer à mener notre raisonnement jusqu'au bout, puisqu'il faut le rendre transparent. Et bon, tout ça, j'aurais souhaité vous en parler davantage pour que vous puissiez comprendre au terme de mon intervention qu'au milieu de toutes ces informations, toutes ces transformations, la Cour de cassation s'efforçait seulement, dans le respect des lois, au discernement et à la recherche de justice. Merci beaucoup, Madame Auroy, pour vos propos conclusifs pour cette journée. Isabelle, peut-être tu veux nous rappeler sur les actes, la question des actes, la publication des actes. Seulement un mot. D'abord, merci beaucoup pour cette intervention qui nous donne à voir comment la Cour de cassation s'organise dans ses relations avec le législateur. Et puis, donc là, nous arrivons au terme de cette journée. Donc, merci d'abord à tous les intervenants. Merci mille fois à tous les intervenants. Merci aux membres du public que j'informe qu'effectivement, Valérie l'a déjà évoqué ce matin, nous allons publier des actes de ces journées. Si possible, dans un temps court, nous allons essayer de les publier avant la fin de l'année civile. Donc vous pourrez en disposer assez rapidement, ce qui me permet, à cette occasion, de rappeler à nos intervenants que nous attendons leur papier dans un temps relativement court également. Merci à vous tous pour cette belle journée, je l'espère.